Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 14 décembre. Le naufrage du pétrolier Erika pourrait bien devenir une catastrophe écologique. Les nappes de fioul dérivent au large du sud Finistère et peu à peu on découvre que le bateau affrété a un passé plutôt chaotique à la limite de la réglementation existante. Cette marée noire menaçante en rappelle d'autres comme celle du Tanio, c'était en 1980. Dans l'affaire des emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne, la justice exonère Xavier Tibéri au nom d'un vice de procédure. 20 milliards de francs sur 6 ans pour un renouvellement urbain, ce sont les 50 grands projets de ville annoncés par le gouvernement. L'armée russe est entrée à Grozny où il y a toujours 40 000 civils dans l'impossibilité de quitter la capitale tchétchène malgré les affirmations de Moscou. Cinéma, demain l'événement de la fin d'année avec le film Himalaya, l'enfance d'un chef, un western au Tibet, réalisé par Éric Valli. Dans l'Atlantique, au large de la côte ouest du Finistère, un peu au nord-ouest de Belle-Île, il y a désormais une vraie menace de marée noire. 10 000 tonnes de fioul dérivent vers la côte, titrait ce matin notre confrère Ouest France, alors que les deux parties du pétrolier Erika se sont abîmées en mer. Des bateaux français, bientôt rejoints par d'autres, venus de Grande-Bretagne ou de Norvège, doivent maintenant tout faire pour lutter contre une pollution par hydrocarbures. Le système d'alerte est en place, mais beaucoup dépendra de la météo. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Cardoz et Emmanuel Beck. La voilà, cette tache. Une immense griffure dans la mer. La voilà, telle qu'elle a été observée aujourd'hui encore depuis cet avion de la Marine nationale. Sur la gauche. Elle commence, elle arrive. Oh putain, c'est crade, hein. Allez, La mission des 6 membres d'équipage est de localiser précisément les 2 épaves et l'hydrocarbure. On a la proue du bâtiment qui se trouve ici, la poupe qui se trouve là, et on a trois zones de pollution avec des taches éparses, dont une grosse ici qui fait 150 mètres de diamètre environ. Voilà le chemin parcouru par la nappe. Un miracle selon la préfecture maritime qu'elle n'ait pas atteint Belle-Île. Cet après-midi, l'équipage a constaté qu'elle se trouvait à environ 36 km des terres. Que peut-il se passer? Quelle est l'évolution de cette nappe? Ces 6 membres d'équipage n'ont pas à se prononcer sur ces questions. En fait, tout dépend d'une météo qui laisse un répit de 48 heures. Pour l'instant, la situation est bonne, comme l'a dit l'amiral tout à l'heure. Nous pouvons espérer qu'elle tienne encore 24 ou 48 heures, ce qui nous permettra de travailler sur l'eau. Après, les prévisions, donc avec la fiabilité qu'elle comporte, ou le manque de fiabilité, font qu'il y aura probablement du vent de sud-ouest assez fort. Des opérations de pompage sont donc prévues dès demain matin. L'Ailette est l'un des 10 bâtiments mobilisés. Il est équipé de ces immenses aspirateurs. Mais il faudra sans doute des jours pour venir à bout des 12 000 tonnes de pollution déjà répandues. Vous voyez le bateau qui est donc un bâtiment de soutien de haute mer, qui va déployer une espèce de barrage et qui va donc essayer de concentrer dans ce barrage et pomper dans le barrage. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un second bateau, vous voyez, pour assurer ce barrage mobile qui essaye de concentrer effectivement les nappes. Plusieurs bâtiments français ou étrangers convergent en ce moment même vers la zone. Il y a urgence, car ici personne n'en fait mystère. La nappe pourrait souiller les côtes françaises dans un délai estimé de 2 jours à 3 semaines. Au titre de mise en danger d'autrui, 5 personnes ont été placées en garde à vue, dont le capitaine du pétrolier Erika. 4 d'entre elles ont été remises en liberté ce soir, mais le capitaine reste en garde à vue. C'est la juridiction de Quimper qui est saisie du dossier, mais l'accident s'étant produit au-delà des eaux territoriales françaises, le tribunal de Paris est compétent. L'enquête proprement dite porte sur le bateau, ce pétrolier battant pavillon maltais, construit en 1975. Depuis son naufrage dimanche, on cherche à remonter le temps, à retrouver la trace de ce navire, là où il est passé pour subir des contrôles, là où des autorités portuaires l'ont refusé. Commentaire Louis Carzou. Une carcasse de tôle brisée net en son milieu qui laisse s'échapper du pétrole par jets, bientôt par plaques entières, parmi les vagues déchaînées. Sur ces images filmées par les hélicoptères de la Marine nationale, l'Erika connaît une fin de parcours d'un noir sans nuance après 25 ans de service. Un destin difficile à comprendre. Lorsque 5 jours plus tôt le pétrolier se présente au port de Dunkerque, rien ne semble devoir annoncer une catastrophe imminente. Propriété d'un armateur de Ravenne en Italie, l'Erika s'est vu confier via un courtier de Londres une livraison de 30 000 tonnes de fioul lourd pour le compte de Total Fina. On vérifie d'abord que le bateau est agréé par Total, par les services techniques de Total.
Et on vérifie que le bateau est tout à fait en conformité avec tous ces documents. Donc on vérifie la douane et tous ces bateaux divers et variés, que le bateau en fait est tout à fait en règle pour naviguer. Dans ces cas-là, on charge. Et depuis le bon d'entrée délivré par la capitainerie de Dunkerque jusqu'au contrôle spécifique du terminal pétrolier, le bateau passe toutes les vérifications avec succès. 24 heures plus tard, le mercredi 8 décembre à 21 h, l'Erika prend la mer, direction Livourne, au nord de l'Italie. Un parcours classique pour un pétrolier au profil lui aussi classique. En 25 ans, le bateau a connu pas moins de 7 propriétaires différents et toujours des pavillons de mauvaise réputation. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le nombre de propriétaires, mais la qualité des propriétaires en question. Or, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, on ne les connaît pas, donc on ne sait pas exactement quelle était la politique d'entretien qui a été suivie. Il est évident que s'il y a un propriétaire unique, et s'il est de qualité, ce qui compte c'est la qualité du propriétaire plus que le nombre, on peut penser que l'entretien a été fait davantage correctement. Et la loi des séries va se vérifier. Dès le samedi à 14 h 30, le capitaine de l'Erika signale au port de Saint-Nazaire des difficultés à maîtriser son bateau. Des fissures ont entraîné des fuites. Il demande à pouvoir venir décharger au terminal de Donge. Refus net des autorités portuaires. J'ai dit à l'agent que si le bateau perdait sa cargaison, je ne pouvais pas l'accueillir en Loire, puisqu'on est en milieu estuarien très sensible et que contrôler une pollution dans la rivière avec du courant, c'est très difficile. À 6 h le dimanche, soit plus de 16 heures après les premières difficultés, l'Erika lancera finalement l'appel de détresse au centre de sauvetage. Aujourd'hui, même cet appel est objet d'interrogation, car l'usage en mer veut que les sauveteurs se payent sur la cargaison du navire secouru et la consigne au capitaine est d'attendre le plus tard possible avant de faire appel au secours pour préserver la valeur marchande de leur cargaison, une valeur bien cher payée. Oui, mais à chaque fois c'est la même chose. On évoque les pavillons de complaisance, les divergentes appréciations internationales sur les normes de sécurité de ces transporteurs pétroliers, la réglementation qui laisse parfois beaucoup d'espace à la liberté commerciale et à la recherche de profits plus substantiels dans ce commerce dangereux. Explication Éric Lemasson. Eux sont bannis. Ils figurent sur la liste noire des bateaux interdits parce que trop peu sûrs. Ils sont une vingtaine, guère plus. Mais leur nom circule chez tous les affréteurs de navires de la planète et dans toutes les compagnies d'assurance. Depuis l'époque noire des marées noires sur nos côtes il y a 20 ans, de gros efforts ont été entrepris pour la sûreté des pétroliers. Dès 1982, un accord signé à Paris, le MOU, a fixé la nature des contrôles que les 18 pays signataires se sont engagés à effectuer. Grâce à ce mémorandum, 11 000 bateaux sont contrôlés chaque année dans tous les ports du globe. L'objectif est d'éliminer les navires qui ne répondent plus aux nouvelles normes communes. Mais la France est en retard. L'engagement pris en 82 de contrôler 25% des navires qui passent dans nos ports est loin d'être atteint. Cette règle, c'est un objectif à atteindre. Pour ce qui est la France, nous tournons entre 18 et 15%. On n'est pas au top, mais on assure un véritable contrôle. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, on n'a pas assez de candidats pour se présenter à ce concours. Donc j'ai un manque réel d'effectifs. La vérification des pétroliers est complexe selon l'ancienneté, le tonnage, l'épaisseur de la coque. C'est un organisme certificateur qui donne au bâtiment une sorte de permis de naviguer. En France, c'est le bureau Veritas qui tient ce rôle. Le pétrolier Erika, lui, avait été certifié l'année dernière par l'équivalent italien de Veritas, le RINA. Voici les documents de sa certification. Dans les milieux pétroliers, tous nos interlocuteurs nous assurent que d'autres contrôles internes sont effectués par les compagnies elles-mêmes. Seulement, ils se limitent parfois à un simple questionnaire envoyé à l'armateur. Et cette légèreté, c'est ce que dénoncent précisément des organisations comme Greenpeace. Les navires doivent avoir impérativement maintenant une double coque. Il faut réformer tous les anciens pétroliers qui n'ont pas cette double coque. Les assureurs vont maintenant entrer en scène. Ils vérifieront si les contrôles opérés sur le pétrolier Erika l'ont été effectivement. Et la crainte est d'autant plus forte en Bretagne que ce n'est pas la première fois qu'un pétrolier se brise ou s'échoue avec sa cargaison. La marée noire, on connaît. Et celle-ci, celle de l'Erika, rappelle beaucoup ce qui s'est passé en mars 1980 avec le pétrolier malgache Tanyo, éventré au nord de l'île de Bas avec plusieurs milliers de tonnes de fioul. Commentaire Joël Bruyandet. C'était à l'aube du 7 mars 1980. Le pétrolier malgache Tanyo, chargé de 26 000 tonnes de fioul lourd, se casse en deux dans la tempête au large de l'île de Bas. 8 membres d'équipage périssent dans ce naufrage. Et presque tout, dans l'histoire du Tanyo, ressemble à ce qui est en train de se passer au large des côtes bretonnes. Quelques heures après le naufrage, l'avant du pétrolier coule à pic
6000 tonnes de fioul descendent par 90 mètres de fond. Pour cette partie du navire, l'histoire ne fait alors que commencer. Après d'interminables opérations sous-marines de colmatage de la coque, le pétrole sera finalement pompé et évacué. Pour la partie arrière du Tagno, c'est une autre histoire. Après avoir dérivé dangereusement vers les côtes, un remorquage est tenté, il réussira. Dans les jours qui suivent le naufrage, le plan Polmar n'est pourtant pas déclenché, on pense alors qu'il n'y aura pas de marée noire. Mais une nappe de pétrole s'est échappée, le même pétrole qui aujourd'hui dérive au large de Belle-Île. Le Tagno était une cargaison de fioul lourd, donc on peut faire cette même analogie. Ce sont donc des composés, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement lourds et qui s'épaississent au fil du temps, ce qui rend à la fois la collecte peut-être plus facile, mais la dispersion plus difficile. Le long des côtes, des barrages flottants sont installés, mais la marée noire sera finalement limitée. Une chance toute relative pour les Bretons qui se remettaient à peine de la catastrophe de l'Amoco-Cadiz 2 ans plus tôt. Le tribunal correctionnel d'Évry a rendu sa décision dans l'affaire des emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne. Pas de clémence pour l'ancien président du Conseil général Xavier Dugouin, condamné à 18 mois de prison ferme. Pas plus d'indulgence pour 2 proches de Charles Pasqua, eux aussi condamnés à des peines de prison ferme. En revanche, Xavier Tiberi s'en sort très bien, puisque le tribunal a annulé pour vice de forme la procédure visant l'épouse du maire de Paris. Compte rendu Dominique Verteillan avec André Sora et Nathalie Gallet. Retour à l'hôtel de ville. Xavier Tiberi a quitté le palais de justice d'Évry sans un mot. À ses avocats, elle s'est simplement déclarée soulagée, ravie du jugement du tribunal. Également soulagé, ravi, Jean Tiberi affiche dans les couloirs de la mairie un sourire triomphant. Je suis très content. Le tribunal condamne pour abus de confiance l'ancien président du Conseil général d'Essonne, Xavier Dugouin, à 18 mois de prison ferme. En revanche, le tribunal annule la procédure visant Xavier Tiberi pour vice de forme, mais annulation ne veut pas dire relax. Le tribunal n'a pas dit Madame Tiberi a eu raison d'agir ainsi. Le tribunal n'a pas dit Monsieur Dugouin a eu raison de payer pour ne rien faire Madame Tiberi. Le tribunal dit simplement une chose qui est technique et peut-être plus difficile à comprendre, qui est que le procureur de la République ne pouvait pas diligenter une enquête alors que la première affaire n'était pas encore définitivement jugée. Côté défense, on dénonce l'acharnement d'un procureur. Madame Tiberi a fait l'objet, au travers de cette nouvelle poursuite, d'un acharnement sans précédent, visant naturellement au travers elle son mari, M. Jean Tiberi, et tendant à la présenter de manière telle qu'elle soit indéfendable. Laurent Davnas, le procureur de la République d'Évry que nous avons rencontré, prend note de la condamnation ferme de Xavier Dugouin. Mais le magistrat ne cache pas son souhait de voir une autre juridiction se pencher sur la procédure concernant Xavier Tiberi. En matière de justice, tout est question de nuance. Une procédure annulée ne veut pas forcément dire que le dossier est clos. Cette affaire des emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne avait débuté il y a plus de 4 ans. Elle a connu de multiples rebondissements entre les polémiques à la mairie de Paris sur le système Tiberi et la recherche désespérée d'un procureur dans les sommets de l'Himalaya. Ça, c'était l'aspect pittoresque, mais il y eut aussi des moments spectaculaires dans la procédure, aujourd'hui pointés comme faute par les juges, comme le rappelle Olivier Caroff. Indirectement, ces policiers sont à l'origine de l'annulation de la procédure. Le 27 juin 1996, un juge leur a demandé de perquisitionner avec lui le domicile de Jean-Xavier Tiberi. Sur ordre de leur hiérarchie, ils refusent. Le juge d'instruction, lui, a tout de même fouillé l'appartement. Éric Alphen enquête alors sur l'affaire des HLM de Paris. L'attitude des policiers le pousse à commettre une erreur de procédure. Il est reparti avec ce document. Le fameux rapport sur la francophonie que Xavier Tiberi a facturé 200 000 francs au Conseil général de l'Essonne. Xavier Tiberi le lui a remis, mais privé de policiers, il n'avait pas le droit de s'en saisir. Mis en examen, Jean-Xavier Tiberi exploite la faute. En juillet 1997, leur avocat obtient l'annulation de toute l'enquête, mais il y a un procureur qui ne l'entend pas de cette oreille. Laurent Davnas doit à ce dossier une célébrité dont il se serait bien passé. C'est lui qu'un hélicoptère était allé chercher au fin fond de l'Himalaya, au tout début de l'affaire, pour qu'il arrête l'enquête. De retour à son bureau, il fait exactement le contraire, il relance toute la procédure. Xavier Tiberi se retrouve cette fois en garde à vue. Le domicile du couple a droit à une nouvelle perquisition. Nous sommes en 1998, les policiers ne craignent plus de rentrer chez les Tiberi. Mais pour le tribunal, tous ces actes de procédure sont illégaux. La nouvelle enquête
à son tour, est annulée. Plutôt contents aujourd'hui les élus corses après la réunion à l'hôtel Matignon hier avec le Premier ministre. La prochaine rencontre est prévue en février, mais d'ici là, les membres de l'Assemblée corse devront faire des propositions. Chacun sera au pied du mur, a dit José Rossi, le président de l'Assemblée de Corse. Mais une fois passée la soirée et la rencontre avec le chef du gouvernement, on a quand même entendu à l'Assemblée nationale cet après-midi quelques voix discordantes. Reportage Javi Humbert et Raymond Chaplard. C'est bien un nouveau climat qui entoure désormais le dossier corse. Même si hier soir il pleuvait dans la cour de Matignon, à la sortie de plus de 4 heures de réunion, le résultat est là. Le dialogue est renoué avec les élus de l'île, avec tous les élus. Nous demandons solennellement à l'ensemble des composantes de la communauté corse de s'engager dans cette nouvelle démarche qui nous paraît porteuse d'espoir. Je crois que cette fois-ci, encore une fois, un espoir qui s'est dégagé et il faut que nous essayions de le concrétiser. Un certain consensus donc, ressenti également à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Lionel Jospin n'a pas été interpellé sur le dossier corse. Dans l'hémicycle comme dans les couloirs, majorité et opposition se rangent globalement derrière la solution du dialogue. La transparence souhaitée, voulue, mise en œuvre par Lionel Jospin est le seul moyen de faire en sorte qu'il y ait une adhésion à cette démarche par l'ensemble de l'opinion publique. Aujourd'hui, il faut construire l'avenir de la Corse. Cet avenir passe par un développement économique et par un dialogue non seulement avec les élus de l'Assemblée territoriale, avec les parlementaires, mais aussi avec les responsables socio-économiques. À droite, tout de même, une voix discordante qui s'interroge sur un éventuel marchandage. Monsieur Jospin n'a absolument rien proposé et les nationalistes corses trouvent ça formidable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans la clandestinité, on a déjà négocié. Autre fausse note dans le parti de Jean-Pierre Chevènement. Le ministre de l'Intérieur assistait hier à la réunion de Matignon, mais il n'a rien dit. Ses amis, eux, parlent. Il a suffi de l'explosion de 2 bombes potentiellement mortelles pour qu'on change de dispositif. C'est dans une autre assemblée, celle de Corse, que le débat va maintenant s'ouvrir. Le gouvernement attend des propositions concrètes des élus d'ici à 3 mois. Il y a eu aussi une nouvelle tentative d'attentat ce matin près d'Ajaccio. Une charge explosive avait été déposée devant un local du mouvement des citoyens, le mouvement de Jean-Pierre Chevènement. La charge n'a heureusement pas fonctionné. Le chef du gouvernement l'affirme, c'est une mobilisation exceptionnelle pour la ville qui vient d'être décidée. Concrètement, ce sont 20 milliards de francs d'ici 2006 qui seront affectés à 50 grands projets de ville, projets liés à l'emploi ou à la rénovation des quartiers en déshérence. Explication de ces projets avec Philippe Boissry. Pour Lionel Jospin et ses ministres, la question est loin d'être facile. Comment relancer la politique de la ville alors que la reprise économique naissante ne semble guère profiter aux quartiers en difficulté? 3 axes principaux sont retenus. Tout d'abord, le renouvellement urbain. Objectif, réinsérer les quartiers difficiles dans les agglomérations grâce à 50 grands projets de ville. En 1993, Éric Raoult, ministre RPR de la ville, avait lancé 14 grands projets urbains. Exit donc les GPU au profit des GPV. De nouvelles villes comme Toulouse ou Montpellier devraient en bénéficier. Démolition, reconstruction, réhabilitation sont au programme. Deuxième axe, la revitalisation économique des quartiers. Les zones franches créées par le précédent gouvernement avaient subi les foudres de 2 rapports. Lionel Jospin a donc proposé tout un volant de mesures afin d'intéresser les entreprises à ce renouvellement urbain, mais aussi à favoriser l'accès à l'emploi. Enfin, le renforcement des services publics. Améliorer leur présence et leur qualité, valoriser les agents qui y travaillent et surtout faciliter l'accès à ces emplois pour les habitants des quartiers eux-mêmes. Au total, quelques 20 milliards de francs devraient être consacrés dans les 6 ans à venir à ce plan de rénovation urbaine. Alors pour compléter ce que vient de dire Philippe Boissry, illustration de ces 50 grands projets pour les villes avec la commune de Chanteloup-les-Vignes, c'est dans les Yvelines. Environ 10 000 personnes résident à Chanteloup et très souvent les membres des associations ou les élus constatent que la politique officielle pour la ville est déconnectée des réalités. La cité de Chanteloup a été construite dans les années 70. Petit à petit, il faut maintenant refaire un tissu social cohérent. Reportage Elsa Margou et Jean-Yves Blanc. Chanteloup-les-Vignes, le nom est plus bucolique que la réalité. 17% de la population au chômage, plusieurs émeutes en 90, la cité est un casse-tête pour la ville depuis plus de 20 ans. Donc tout ça va sauter. Des réhabilitations, le maire en a vu plus d'une. Mais chaque fois que l'État met la main à la poche, la ville doit participer. Joli paradoxe, l'aide publique finit par coûter cher à la commune et n'apporte pas, selon le maire, de véritables solutions aux habitants. Et tant que nous n'aurons pas réglé les problèmes de ces habitants,
leur implication dans le quartier, leurs problèmes d'emploi, les problèmes d'éducation des jeunes, les problèmes de leur avenir, les problèmes de sécurité au quotidien, nous n'avancerons pas. On pourra toujours réhabiliter la pierre autant qu'on veut, ça ne réglera pas les problèmes de l'humain à l'intérieur des appartements. Aux grands projets urbains et autres titres ronflants de la politique de la ville, la cité répond vandalisme, cage d'escalier dégradée. Alors à Chanteloup, les habitants ne croient plus guère qu'en eux-mêmes. Ce sont les locataires, réunis en association, qui gèrent désormais le nettoyage du quartier. Il y en a qui se mobilisent, il y en a qui ne se mobilisent pas, mais ça fait longtemps que j'habite dans la cité et j'y travaille tout le temps. Je parle aux gens que c'est à nous d'assumer la responsabilité, c'est à nous de faire que les gens de l'extérieur nous respectent. S'impliquer dans le quartier, c'est aussi ce que font les jeunes. Les médiateurs sont tous des enfants de la cité. Leurs rêves parlent d'avenir et d'emploi. Il faut essayer d'ouvrir quelques entreprises pour le chômage et tout ça. Il faut créer des formations, ouvrir des formations. Justement, ouvrir les jeunes à des projets d'avenir. Parce que là, on n'a aucun avenir. Franchement, la première chose, on va tous mourir ici. Hein. C'est clair. Changer le visage de la banlieue ne se fera pas seulement en cassant des barres d'immeubles. C'est au prix d'une vraie politique en matière d'éducation et d'emploi que l'État rendra enfin aux cités le nom de ville. Le président Chirac inaugurait aujourd'hui le nouveau siège du Parlement européen à Strasbourg. Il a plaidé pour une Europe plus proche des citoyens et cité l'éducation, les savoirs et les échanges entre universités et laboratoires parmi les priorités de la France. Comme vous le voyez, les députés britanniques au Parlement européen ont quitté ostensiblement l'hémicycle alors que le chef de l'État s'exprimait. Ils voulaient ainsi marquer leur désapprobation devant le refus de la France de lever l'embargo sur la viande bovine britannique. Embargo qui sera maintenu malgré la procédure en cours, vient de répéter le ministre Jean Glavany. Au Parlement européen, le groupe des Verts distribuait ce matin aux députés des brassards portant la mention SOS Tchétchénia. Malgré les menaces européennes et les critiques internationales, Moscou poursuit son nettoyage entre guillemets de la Tchétchénie et malgré des déclarations apaisantes faites par les dirigeants russes aujourd'hui, les militaires ont pénétré dans Grozny où les 40 000 civils tchétchènes demeurant dans cette capitale n'ont évidemment pas la possibilité réelle de la quitter. Commentaire Gilles Rabin. Ils fuient les faubourgs de Grozny avec le peu qu'ils ont pu sauver. Après des jours de bombardement, des villages qu'ils habitaient, il ne reste plus rien et les survivants sont encore sous le choc. Il y avait une bombe toutes les 5 ou 10 minutes. Sous le feu de l'artillerie, la maison a commencé à brûler. On ne pouvait pas sortir. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Voilà, c'est simple. Nous, on reste sans toi. D'après les derniers réfugiés, les civils qui restent encore dans Grozny sont presque tous des Russes, ceux qui vivaient là depuis toujours, trop vieux, trop épuisés ou trop malades pour sortir de la ville. Tragique ironie de cette guerre, l'armée russe tue aussi des Russes. Je veux juste dire que c'est un vrai bordel. Un vrai bordel. Après le tollé déclenché en Occident par son ultimatum, l'armée russe qui a pris les quartiers ouest de Grozny aujourd'hui a dû se résoudre au scénario dont elle ne voulait pas. Des combats d'infanterie dans les ruines de la ville, où elle perdra l'avantage de l'énorme déséquilibre des forces qui jouaient jusqu'ici en sa faveur. La première guerre de Tchétchénie leur a appris que dans ces combats-là, les Tchétchènes étaient redoutables. Bien sûr, la Russie n'a pas fait grand cas des mises en garde de l'Europe et la guerre continue. Mais elle a dû cependant changer ses plans et son calendrier d'attaque sur Grozny. Plus important encore, les généraux qui pouvaient tout se permettre depuis presque 3 mois et se sont presque tout permis, n'ont désormais plus carte blanche. Ultime appel ce soir du président indépendantiste tchétchène Aslan Maskhadov. Il se dit prêt à rencontrer un ministre russe et le président de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En Algérie, 3 semaines après l'assassinat d'Abdelkader Hachani, l'un des principaux dirigeants du Front islamique du Salut, le FIS, le ministère algérien de l'Intérieur vient d'annoncer l'arrestation de son assassin. Ce serait un jeune chômeur qui l'aurait ainsi abattu le 22 novembre dernier à Alger. Abdelkader Hachani, celui que le pouvoir considérait comme son interlocuteur privilégié dans sa politique de concorde civile. Jérôme Bonny et Bruno Giraudon sont actuellement en Algérie. Ils venaient de rencontrer le frère d'Abdelkader Hachani. C'est un communiqué laconique du ministère de l'Intérieur qui vient d'annoncer l'arrestation de l'assassin présumé d'Abdelkader Hachani, un homme de 29 ans sans emploi. Aucune précision ni sur les circonstances ni sur le lieu de cette arrestation. Le 22 novembre dernier, le plus haut dirigeant en liberté de l'ex-Front islamique du Salut quitte son domicile. Il a rendez-vous avec une dentiste que lui a recommandé son épouse.
Ce jour-là, d'après sa famille, les voitures de la police qui le surveillent en permanence ne sont pas là. Dans la salle d'attente du cabinet dentaire, après les soins, un homme là-bas, à la manière d'un tueur professionnel tirant dans la tête et dans le thorax. Les observateurs de tous bords voient dans ce meurtre un assassinat politique, un coup de frein à la réconciliation nationale prônée par le président Bouteflika. Abdelkader disait toujours cette merveilleuse formule, cette merveilleuse phrase, l'évacuation globale et définitive de la violence. Il n'a cessé de le répéter. Seulement, il fallait un dialogue. On lui a toujours refusé. Parmi les défenseurs du défunt partisan d'une république islamique, Maître Yahya. L'arrestation annoncée aujourd'hui le laisse sceptique. On va cacher la vérité. Pour la raison d'État, on ne va pas remonter aux commanditaires, mais le sceau du crime est marqué par la raison d'État et donc par les commanditaires qui sont un clan du pouvoir. Le mystère n'est pas encore levé sur cette affaire. Alors que tout semblait désigner un tueur professionnel, le meurtrier présumé, arrêté hier soir, était, d'après le ministère de l'Intérieur, en possession de l'arme du crime et des papiers de la victime 3 semaines après l'assassinat. Quels que soient les commanditaires de ce crime, aujourd'hui, au cimetière El Kata, repose dans la modeste sépulture d'Abdelkader Hachani un symbole, un trait d'union possible entre le pouvoir et les islamistes. Le tribunal pénal international de La Haye a condamné pour crime contre l'humanité le Serbe Goran Jelicic à 40 ans de prison. Cet homme se faisait appeler l'Adolf Hitler, l'Adolf serbe de Bosnie. Il fut l'exécuteur de bases œuvres criminelles dans le camp de détention serbe bosniaque de Lukac, c'est dans le nord de la Bosnie. Avant l'an 2000, on solde les comptes internationaux. Dans quelques jours, Macao sera restitué à la Chine. Aujourd'hui, c'était les Américains qui rendaient à l'État de Panama une zone de 94 000 hectares. L'accord avait été signé par Jimmy Carter à l'époque. C'est donc lui qui était aujourd'hui à Panama aux côtés de la présidente de cet État, Mme Mireya Moscoso, sur le site de l'écluse Miraflores. C'est le lieu de sortie des navires dans le Pacifique. Cette cérémonie marquait donc la fin d'une histoire qui remonte au siècle dernier avec la construction pharaonique d'un canal, d'abord par les Français puis par les Américains. Des milliers d'ouvriers en sont morts pour permettre plus tard que soient reliés les océans Atlantique et Pacifique par un canal de 80 km de long. Récit Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Dans quelques mois, cet hôtel en construction au bord du canal de Panama vaudra sans doute le détour. Même si les premiers temps, il sera vraisemblablement difficile de faire oublier qu'il a abrité pendant des années le centre de formation militaire par lequel sont passés la plupart des dictateurs et tortionnaires que l'Amérique latine a compté au cours du XXe siècle. Et au moment où les États-Unis font place nette au Panama, on revient sur l'épisode dans les termes les plus diplomatiques possibles. L'École des Amériques a été une institution destinée à lutter contre le communisme. Elle a entraîné des milliers de militaires. Je ne peux pas dire c'est bien ou c'est mal, c'était comme ça. Les Américains quittent donc ce petit pays d'Amérique centrale après plus de 100 ans d'omniprésence. Depuis 1889 en fait, lorsqu'ils prennent en charge la fabuleuse construction de ce canal de 80 km. Des milliers d'ouvriers y laisseront leur vie. L'affaire coûtera aux États-Unis des milliards de dollars, mais elle leur permet, dès l'ouverture du canal en 1914, de contrôler une zone hautement stratégique. Jusqu'ici, les Américains assuraient sans partage la sécurité des 17 000 navires qui chaque année empruntent ce passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et c'est désormais au Panama seul qu'il reviendra d'assumer cette tâche. Personne dans le monde ne sait faire ça mieux que les Américains. Évidemment, ça fait 100 ans qu'ils s'en occupaient. Les 14 bases militaires américaines installées au Panama se sont vidées les unes après les autres. Ces 10 dernières années, elles servaient surtout de base pour la lutte contre le trafic de drogue. Et du coup, c'est la population qui s'inquiète aujourd'hui. On n'est plus du tout protégé. Le terrorisme peut entrer très facilement au Panama aujourd'hui, de tous les côtés. L'inquiétude supplémentaire qui habite aujourd'hui le pays, c'est que désormais, sous la responsabilité du Panama, le canal sera administré par une entreprise de Hong Kong, donc une entreprise chinoise. Et certains d'imaginer déjà, en cas de grave crise diplomatique, de quels moyens de pression disposerait la Chine pour faire valoir ses droits.
À 18 jours de l'an 2000, 2 des 11 grandes roues du spectacle prévues le 31 décembre sur les Champs-Élysées à Paris, eh bien, ces 2 grandes roues sont déjà en activité. Elles répètent puisque ces roues sont actuellement à Marseille pour quelques premiers tours avec musique, lumière et accessoires, comme vous allez le voir dans le reportage de Laurence Piquet et Valérie Lucas. Bienvenue dans les ateliers de costumes. Dernier essayage en accéléré de tenues baroques et colorées. La répétition va bientôt commencer. D'abord, il faut se chausser et se maquiller. Moment de détente pour ces comédiens, musiciens et acrobates. La compagnie de rue Transexpress prépare depuis 6 mois l'animation d'une des roues des Champs-Élysées. En piste pour un ballet aérien et musical. Au pied de la roue principale, un défilé de saltimbanques. Joyeuse cacophonie, sur la grande roue, les nacelles ont été remplacées par des bidons et des bambous. Symbole du passé, cette roue en bois avec laquelle ces 2 hommes futuristes se confrontent. Symbole de l'avenir, ce mât de cocagne où tournoient musiciens et danseuses. Un ensemble poétique imaginé par le patron de la troupe Transexpress, Gilles Rode, qui voit les Champs-Élysées comme un lieu de rencontre. C'est une rue comme une autre. Hein. Nous, moi, ça fait 25 ans que j'ai décidé de faire du théâtre de rue. Que ça soit la rue d'un village, une place de région suburbaine ou les Champs-Élysées, je dis c'est la rue. À minuit, le 31 décembre, les 11 roues installées sur les Champs-Élysées commenceront à tourner. 11 spectacles très différents qui ne dureront pas plus de 2 heures. À Marseille, une 2e roue en répétition hier soir, des lustres tournoyants imaginés par la troupe générique Vapeur, son message en finir avec le passé. Faisons la roue libre devant l'avenir et surtout que tout le monde ait une échelle dans la tête pour aller décrocher la Lune. Un peu de féerie pour nous projeter dans le futur, un peu de magie pour nous faire avancer sans peur vers le 3e millénaire. Du cinéma, demain sur les écrans, sans doute l'événement de cette fin d'année avec le film d'Éric Valli, produit par Jacques Perrin. Himalaya, l'enfance d'un chef. C'est un film d'aventure, une sorte de western tourné au Tibet, où l'on retrouve les derniers caravaniers de l'Himalaya et les habitants du Dolpo. C'est un tout petit pays, heureusement épargné par l'invasion chinoise. 9 mois de tournage pour cette enfance d'un chef dans des conditions exceptionnelles où les températures sont allées de -25 à +40. Marie-Josée Jouan et François Grani nous présentent cet Himalaya cinématographique. Les 5000 habitants du Dolpo, seule enclave tibétaine préservée au nord du Népal, survivent en échangeant le sel des hauts plateaux tibétains contre les grains de la vallée. Avec ce premier long métrage, Éric Valli, photographe de l'extrême, consacre ses 20 ans d'amitié avec les Dolpopas, un hommage à leur dignité, à leur courage. C'est un film de fiction, c'est un film d'aventure, c'est un espèce de... Un journaliste m'en parlait il y a quelques jours, hein, c'est un espèce de western tibétain. Je n'y avais pas pensé à celle-là, mais je crois que c'est une bonne définition. Et Jacques Perrin, le producteur qui a produit Microcosmos et d'autres grands films, entre autres, a eu beaucoup de mal à trouver les fonds au départ, parce que les gens ne comprenaient pas bien. C'est un film sur la culture tibétaine, sur l'Himalaya, c'est un film vrai, avec tous des non-acteurs, tourné sur place, 9 mois de tournage au fin fond de l'Himalaya. L'histoire, le vieux chef Tinley vient de perdre son fils aîné. Son petit-fils, Pasang, doit devenir chef à son tour. Il faut combien de vies pour devenir chef? Mais la caravane doit repartir. Au village, les jeunes décident de suivre Karma, chef fougueux d'un clan rival. Tinley est trop vieux pour mener les hommes et les bêtes. Si tu ne le portes pas, tu auras mal aux yeux. Et si tu as mal aux yeux, tu pleureras. Tinley s'obstine. Il part de son côté, entraînant avec lui son petit-fils et ses vieux compagnons. Il vaudrait mieux qu'on reste ici, jusqu'à ce que le ciel se dégage. Il nous reste 4 jours de ville seulement. Un voyage initiatique, épique, un conte pour enfants qui fait penser aux univers de Jack London ou de Joseph Conrad. Un
Un immense défi aussi, une performance humaine pour Éric Valli et ses 20 techniciens au physique et au moral d'acier. Pendant 9 mois de tournage, 1400 km parcourus à pied, 20 cols franchis, des tonnes de matériel porté à flanc de montagne. Au moment où sort le film, le chef Tinley, lui, conduit toujours sa caravane sur le toit du monde. Himalaya, l'enfance d'un chef, c'est demain, à partir de demain sur les écrans. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 informations. Tout d'abord, celle concernant le naufrage du pétrolier Erika. Les nappes de fioul échappées de ce pétrolier qui a fait naufrage dimanche au large du Sud-Finistère dérivent lentement dans l'Atlantique. On voit cette nappe, cette sorte de gigantesque méduse de marée noire. Il y a bien menace. L'enquête judiciaire est ouverte sur le passé de ce bateau, battant pavillon maltais dont la présence fut parfois refusée, notamment par les autorités du port de Saint-Nazaire. Et puis dans l'affaire des emplois fictifs au Conseil général de l'Essonne, le tribunal annule la procédure concernant Xavier Tibéri pour vice de forme. Après la météo de Nathalie Riouet, nous irons tous au paradis en compagnie de Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux et Daniel Delorme. Puis Frédéric Lopez à 22h55 posera sa question. Alors, heureux. Ève Mettet présentera ensuite le journal de la nuit à 0h30. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le docteur Benoît Papon, qui est le chef du service des urgences à l'hôpital américain de Neuilly. À 13h, vous retrouverez Carole et Rachid ici même. À demain 20h. Bonsoir. Merci.